Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clara Hannibal, sage-femme. Je suis à l'origine de l'association Expert Midwife Réunion que j'ai créée avec Judith Profil et Vanessa Hannibal. Pour cette deuxième vidéo, nous avons décidé de parler de l'accouchement à domicile. Non pas pour créer une polémique, mais pour amener une piste de réflexion à l'avancement de notre profession de sage-femme, à son autonomie et au développement de nos compétences holistiques. Je vous remercie de visionner la vidéo et de la partager. My name is Alexa Richardson, and I am a certified professional midwife in the state of Maryland. I live in Baltimore City, and I practice here. I am also the chair of the Direct Entry Midwifery Committee for the state of Maryland. So, Maryland in the past was one of 6 states nationally in the United States that actually prohibited the practice of certified professional midwives. And in doing so, it really limited the options that women had to seek care outside of the hospital. There were a few legal home birth midwives in Maryland, but nowhere near enough to serve the needs of women in Maryland. And so women in Maryland and midwives in Maryland together organized a campaign over several years to demand access to the care that certified professional midwives offer. Certified professional midwives train exclusively in home birth and birth center birth. We do only out of hospital birth. And the expertise and the knowledge that is involved in that kind of midwifery care is lacking in the hospital setting and in midwives who exclusively are trained in the hospital setting. And women really wanted access to the knowledge and the skills that home birth and birth center midwives have to offer. So there were rallies and letter writing campaigns, and people traveled down to our state capital to testify and advocate for many years. We faced a lot of opposition from the medical lobby, who did not want to see this happen. Particularly the hospital lobby was the strongest opposition voice that we had. And we also had a lot of skepticism and opposition from our own public health department, which was surprising because there's really good evidence that home birth and birth center midwives, add a really good component to maternity care for women. But they were very opposed to having home birth midwives in Maryland. What we ultimately did was we made a framework to address the concerns of hospitals and the Department of Health. So, for example, they were very concerned that our education would not be adequate. So we added additional educational requirements to satisfy their concerns, although it was very difficult to satisfy their concerns that we were appropriately educated. And there was also a lot of concern about scope, about which women we could or could not serve. So the law in Maryland includes a very precise list of conditions that we cannot serve a woman. So for example, if somebody has heart disease or kidney disease, any kind of diabetes, a breech birth, twins, these kinds of categories are excluded. We are not allowed to care for women in those situations. And there's another list of conditions in the bill for which we are required to consult with
either a hospital-based midwife or physician. So that includes like a severe mental health condition, gestational diabetes, asthma, various conditions that don't mean that we cannot care for somebody, but just that we have to be in contact with a hospital provider regarding their care. Correct. So we passed a law in 2015 in Maryland. It was a big victory, although we made some compromises that we still feel unhappy with, and we still have more advocating and more work to do over the years. The biggest compromise we made, about which we're very unhappy, is that we are not allowed to care for women who have had a previous cesarean birth. And many, the cesarean section rate in the state of Maryland is 35%. So we're talking about a third of women who cannot access an alternative type of care to what led them to having a cesarean birth in the first place. So obviously some cesarean births are necessary and essential for the health of the mother and the baby, but with 35% of women receiving cesarean births, some portion of those were created by the system of care in which they took place. And these women in particular would like another option for their next birth. They would like to not be in the same system of care that led them to an unnecessary surgical intervention. So that's still a big fight for us here in Maryland. We're still organizing, we're still fighting around that. We have regular meetings, we have rallies, we're working to push the issue with the state to do that. But yeah, we passed the bill in 2015. It formed a committee under our state board of nursing that now oversees midwifery in Maryland. And or it oversees specifically certified professional midwives in Maryland. And that committee helped develop a set of regulations and rules. Since our bill was so specific, there weren't very many rules that we needed to write. The bill really, the statute, the law really covered most of those details. But we did have some other work to do. For example, we developed an informed consent document for the state of Maryland. So each woman that I care for signs an informed consent document that is standard across the whole state, that includes the benefits of home birth, the risks of home birth, whether or not the midwife carries malpractice insurance, and all of these details. So she signs this at the beginning of her care, saying, I understand what I'm doing. And that's a state form that we made. We also made state transfer forms. So anytime that I need to transfer a client into a hospital setting, there's a standard form that I fill out that we made alongside doctors and hospital representatives and other stakeholders. And that form includes the essential information that a doctor or hospital midwife needs when she receives our patient. So we developed state transfer forms both for a mother or pregnant person and for a newborn. Absolutely. Women are demanding this kind of care. Yeah. Women want access to care in which they are in charge. They are the decision makers each step of the way. And their body's natural process of bringing the baby is supported and facilitated each step of the way. And with a sort of lifeguard present that if anything medical should come up, can respond and either give the appropriate emergency care or get them to a hospital where they can receive other emergency care.
there were midwives practicing in Maryland who did not face any charges or anything like that. They were practicing fairly openly. They had relationships with hospitals and doctors and things like that, and there was not a problem. In, I think, 1995, a couple of midwives got charged, and then things calmed down again for many years. And then in like 2009, 2010, they started charging midwives in Maryland. And I think they charged, at least 2 or 3 certified professional midwives and 3 or 4 nurse midwives who were the legal midwives. They also cracked down on them and tried to take away their licenses. And all happened in a short space of time. I think there were a couple of bad outcomes that occurred close together, and just a reactionary response, maybe some individual bureaucrats in the Department of Health or other agencies that decided they were going to really, crack down on what was happening. And that crackdown spurred the grassroots movement to push for legalization. So I work in a practice with one other midwife. We have a small private home birth practice, and we serve typically 4 to 6 clients each month. We do the complete prenatal care, the birth and postpartum care through the first 6 weeks for our clients. Prenatally, every time we see them for an hour-long prenatal visit. We focus on building a relationship with our clients, really getting to know them so we can best understand how to support them in their birth, and also so we can help keep them well throughout the process. We want to know how they're sleeping, how they're eating, how much movement and exercise they're getting, and really trying to keep them healthy and well throughout the process so we avoid any medical concern arising, at the end of pregnancy or anything like that. We offer all the same testing that a medical practice offers. So we offer, blood work and ultrasounds and all of this standard testing that would be done in a medical practice. But we do a practice of really informed consent around those tests. So each test as it comes up, we talk about what the test is, how it can be beneficial for us, why some people choose not to do the test, what all of the options and information are, what the test can tell us, what the test can't tell us, and our clients make their own informed decisions each step of the way. Many of our clients do all the testing, many of our clients do some portion of the testing, and some of our clients do no testing. And we support our clients in their decision making because we know they have all the information and they are making the decisions that they feel are right for their families. So our government does not require that we have liability insurance. It is a choice for each midwife to make for herself. Unfortunately, it's expensive, so most midwives choose not to have liability insurance. And we disclose that to our clients at the beginning of care so that they know, if something goes wrong, there's not a big pot of money here, unfortunately, to make a reparation. There's, we don't have access to that really. So there is liability insurance available. My understanding is that it's like $12,000 to $16,000 for a year for a normal practice. And again, these are small home birth practices. Many midwives are caring for 2 or 3 women a month. It's not, they don't have a volume necessarily to be able to support having liability insurance. Absolutely, yeah. We carry most of the same equipment and tools that would be found in a standard birth center environment when we go to home births. So that includes
tools that help women birth their baby. So everything from birthing tubs to birthing stools and birth balls and all this kind of equipment that's helpful for women. We also carry emergency equipment. So that includes medications for hemorrhaging, including oxytocin, methergin, and misoprostol. We also carry equipment for resuscitating a baby, and all midwives are certified in neonatal resuscitation. So in those kinds of emergencies, we bring the emergency care to the home, and we perform the same steps at home as would be performed in any care setting. We also carry oxygen for use in resuscitation or in case somebody went into shock. You know, oxygen and those types of tools are typically only used as we are transferring to a hospital setting. We also carry IV equipment, so we can run an IV if someone's dehydrated or if somebody, you know, is experiencing shock and needs to be transferring to a hospital setting. No, we are anti-partogram. Yeah, we really emphasize patience in the birthing process. More and more the data is showing us that labor takes time and that time restrictions in labor don't accurately reflect how many women's bodies work in the physiological labor process. So yeah, you know, in my practice, as long as the mother is fine and the baby is fine, we are safe to continue care at home. The vital signs are normal, everybody looks good, we can continue being at home. And we do expectant management of labor, where we are there, we are carefully watching and assessing continuously, and if we start to see something that's not normal, then it's time to respond. Okay. Until then, we allow nature to take its course. Our law requires that a midwife is accompanied by a second person who is certified in neonatal resuscitation and in CPR. So many midwives do practice solo, and then they bring a birth assistant with them who's certified in these emergency procedures. In my practice, we do have 2 midwives at every birth. I feel like it gives a higher level of attention and focus and care, and it also allows each midwife to get some sleep during the night, which is great. So in the United States, certified professional midwives train through a 5-stage clinical process under a preceptor who teaches them. So it's an apprenticeship-based model with a didactic component or a classroom component attached to it. It typically takes 3 to 5 years to complete the process, and it has a complete walkthrough of topics around midwifery and care during birth and postpartum and newborn care involved in it. In the state of Maryland, they've added an additional requirement, which is that certified professional midwives in Maryland have graduated from a MEAC accredited program, and a MEAC, M-E-A-C accredited program is a program that's been formally accredited by the Department of Education and meets a set of international standards. So these are typically 3-year programs that meet the international competencies for what midwives are supposed to be skilled in. Bonjour, donc on a ici Marilyn Père avec nous ce matin, donc je vais te laisser te présenter, Marilyn. Je suis sage-femme dans le sud-ouest de la France. Depuis 1994, j'ai un diplôme aussi d'infirmière. Ce sont 2 écoles séparées en France. J'ai d'abord fait les études d'infirmière, j'ai travaillé comme infirmière et ensuite j'ai
tenté mon concours d'entrée à l'école de sage-femme et j'ai fait mes études de sage-femme. J'ai travaillé à l'hôpital local ici à Pau et ensuite je me suis installée pour faire des accouchements à domicile. Après avoir accouché moi-même à la maison de mes 4 premiers enfants avec la même sage-femme. C'était en fait une sage-femme libérale qui faisait des accouchements à domicile depuis 40 ans, qui m'a formée, qui m'a accouché de mes enfants et qui m'a formée. Et en parallèle à mon travail à l'hôpital, je l'accompagnais dans ses accouchements à domicile et elle m'a formée. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais savoir que dit la loi en France sur l'accouchement à domicile? Il n'y a pas de loi qui décrive de façon précise et spécifique la pratique de l'accouchement à domicile pour les sages-femmes, parce qu'en fait, cela relève du droit privé des femmes à choisir le lieu où elles veulent accoucher. Il ne s'agit pas d'une autorisation que l'on doit donner à des sages-femmes pour qu'elles puissent faire des accouchements à domicile. Ce n'est pas présenté de cette façon dans la pratique, mais en fait, les professionnels de santé doivent répondre à la demande du public, doivent répondre à la demande des femmes qui ont le droit de choisir où elles veulent accoucher, avec qui et comment. Donc, que ce soit un médecin, une sage-femme, une doula, la voisine, la femme enceinte a le droit de choisir avec qui elle voudra mettre son bébé au monde, en présence de qui. Ça relève du droit de la femme. D'accord. Il s'est présenté durant nos études et au niveau des médias, mais au niveau de nos formations également. Et on ne présente pas les choses de cette façon. Ils axent les formations sur ce que la loi décrit comme droit de prescription pour les sages-femmes, compétences, domaine de compétences, mais ce n'est jamais présenté comme étant une réponse au droit de la femme de choisir avec qui elle va accoucher. Ok, d'accord. Et du coup, les sages-femmes libérales, comment font-elles pour pratiquer à domicile en France? Alors, il n'y a pas de formation spécifique, il n'y a pas encore de filière qui soit organisée. C'est quelque chose qui a déjà été demandé. Il y a une volonté très forte en France de la part de certaines organisations de sages-femmes de faire en sorte que la valorisation du métier passe par le nombre d'années d'études post-universitaires, universitaires et post-universitaires. Mais on s'est rendu compte que ces formations-là, qui se font dans des facultés de médecine et dans des grands centres universitaires, ne sont absolument pas adaptées pour préparer les sages-femmes à la pratique de l'accouchement à domicile. Ça fait des années qu'il y a une demande pour une filière adaptée et cela fait des années que le ministère fait la sourde oreille en fait à cette demande. Donc il y a seulement quelques formations qui sont organisées. Moi j'en avais fait une avec ma sage-femme en tant que formatrice pour former des sages-femmes libérales à la pratique de l'accouchement à domicile. Et il y a certaines sages-femmes qui sont formatrices pour les accouchements à domicile, mais même dans ce domaine-là, il y a des courants. C'est-à-dire que ma sage-femme à moi, qui avait 40 ans d'expérience, elle a été découragée de poursuivre en tant que formatrice en lui disant que sa façon à elle de pratiquer les accouchements à domicile et sa conception de la naissance physiologique n'était plus adaptée au monde du millénaire dans lequel nous vivons. Alors que c'est une opinion que je ne partage pas. Je pense que tous les pays où il y a des sages-femmes
normes que l'on baptise de termes d'empirique montrent bien que c'est l'expérience de terrain qui prévaut sur l'enseignement universitaire. En tout cas, il y a un équilibre à trouver dans la formation. Oui. Et cette formation-là équilibrée entre l'expérience de terrain, le savoir-faire traditionnel, oral, de transmission. Il y a un savoir-faire qui existe des sages-femmes qui, en France et certainement à La Réunion aussi, est en train de disparaître. Parce que ces sages-femmes-là, qui ont pratiqué des accouchements à domicile pendant des années, elles sont en train de mourir, de disparaître. Elles n'ont pas forcément écrit. Donc il y a une connaissance qui est en perdition dans notre pays. Et il y a une survalorisation de l'apprentissage universitaire basé sur des études scientifiques et sur des pratiques d'accouchement très médicalisées et trop médicalisées. Ouais. Ouais. Et du coup, je me demande si le fait aussi qu'on s'est battu pour avoir ce statut médical n'a pas un peu entraîné le fait aussi que maintenant on nous demande de toujours aller plus dans le médical et toujours et de laisser tomber un peu nos compétences, quoi. Oui, on peut penser qu'il y a une utilisation du phénomène petit médecin en obstétrique qui est utilisé par les pouvoirs en place, les pouvoirs sanitaires, ceux qui décident des choix de politique de santé. Parce que la disparition du métier de gynécologue, le fait que les sages-femmes sont moins payées que les obstétriciens, il y a des orientations financières qui sont prises, qui ne sont pas nommées et qui sont derrière tout ça. Donc on nous fait miroiter un pouvoir médical supplémentaire, un droit de prescription élargi, mais en même temps on ne nous permet pas de répondre correctement aux besoins des femmes qui elles veulent des accouchements plus respectueux de la physiologie. On ne nous donne pas les moyens financiers d'en vivre. Ces actes-là, ils sont très peu rémunérateurs pour les sages-femmes qui veulent faire des accouchements à domicile. Alors que nous sommes survalorisés pour une surveillance électronique à domicile, pour la pratique d'épisiotomie, c'est tout à fait, ce n'est pas correct parce que les besoins de la femme ne sont pas au centre des décisions des pouvoirs des politiques de santé. Tout à fait. Ok. Et pourquoi alors les sages-femmes en France, elles prennent quand même le risque de faire ces accouchements à domicile? Mais la demande des femmes, elle a toujours été là. Et même, je dirais que avant que nous soyons radiés, avec moi et mes collègues, nous soyons radiés, je suis quasiment certaine, en questionnant les sages-femmes qui étaient au syndicat, en faisant une couverture géographique, en regardant d'où elles venaient, de quel département elles venaient, je suis certaine que ce fameux pourcentage, on dit tout le temps qu'en France, il y a 1% des accouchements qui se font à domicile. Je suis quasiment certaine que comme aux États-Unis, où il y a eu une montée énorme de la demande et de la pratique des accouchements à domicile, ça s'est fait aussi dans d'autres pays. Et en France, moi, ce que j'avais évalué, c'est que nous étions à autour des 10% du nombre d'accouchements à domicile. Et je pense que c'est encore plus vrai maintenant parce que à cause de nos radiations, il y a des départements où il n'y a pas de sage-femme. Eh bien, nous savons par d'autres médias que les femmes accouchent seules chez elles. Donc, il y a des accouchements non assistés qui explosent dans certaines zones géographiques parce qu'il n'y a pas d'accouchement de sage-femme qui pratiquent. Donc, la demande, elle est exponentielle parce que les femmes ont également connaissance maintenant de ce qu'on appelle la violence obstétricale et qui sévit dans les services hospitaliers. Les femmes sont très informées de ce qui se passe. Elles ont très peu d'enfants. Donc pour 1 ou 2, maximum 3 enfants, elles ne vont plus elles ne prennent même plus le risque d'accoucher à l'hôpital. Et ce que j'ai vu, moi, en 20 ans de pratique de sage-femme, ce que j'ai vu qui s'est produit, c'est qu'au début de ma pratique, la majorité des femmes qui voulaient accoucher à la maison, c'était celles qui avaient déjà une première fois accouché à l'hôpital. Pour le second, elles ne voulaient pas y revenir. 20 ans après, ce qui se passe, c'est que
je prépare des femmes qui ne veulent pas, dès le premier enfant, accoucher à l'hôpital et qui ne veulent même pas faire appel à une sage-femme pour le suivi médical. Même elles ne veulent pas le suivi d'une sage-femme libérale, elles s'en méfient et elles accouchent toutes seules chez elles. Elles viennent chercher les informations à la maison de naissance pour la préparation et ensuite elles accouchent par elles-mêmes toutes seules avec le soutien des réseaux sur les médias. Ok. Et quels sont... La situation s'est beaucoup, pour moi, aggravée. Oui, tout à fait. Et quels sont les risques encourus par les sages-femmes en France au jour d'aujourd'hui? Le risque, il est d'être interdit d'exercer. Ça, c'est la sanction ultime. Et cette sanction, elle peut être, selon les tribunaux devant lesquels les sages-femmes sont assignées, peut être assortie d'amendes. Il y a les tribunaux pénaux en correctionnel où des obstétriciens ou des responsables de cliniques privées peuvent porter plainte contre les sages-femmes qui font des accouchements à domicile. Ensuite, il y a les tribunaux, entre guillemets, les chambres disciplinaires du Conseil de l'Ordre qui reçoivent soit les plaintes des agences régionales de santé, soit les signalements des obstétriciens et de sages-femmes, soit les plaintes de parents qui peuvent mettre en route une procédure contre les sages-femmes. Et ensuite, il y a les tribunaux dits administratifs de la sécurité sociale qui reçoivent des dénonciations ou des signalements du Conseil de l'Ordre. Et les tribunaux de sécurité sociale font des enquêtes sur, par exemple, la tarification des actes quand les sages-femmes font des dépassements d'honoraires pour se faire rémunérer les accouchements à domicile, dont on sait qu'ils sont très peu rémunérés. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais dire, Marilyn? Sur quel domaine? Sur l'accouchement à domicile, mais aussi ou sur un autre sujet. J'aimerais aussi, par exemple, que tu me parles un petit peu de ce syndicat que tu as mis en place, des choses que tu as mis en place. Voilà. En fait, effectivement, là, je suis à l'heure des bilans de tout ce que j'ai fait dans les 20 dernières années. Ma procédure à moi de radiation, elle a débuté en 1999, en 2000, en fait. Et en 17 ans, ce que j'ai vu, c'est la nécessité de créer un syndicat spécifiquement dédié à l'accouchement à domicile parce que nous étions presque une dizaine de sages-femmes à subir les procédures administratives, pénale ou ordinale. Et parallèlement à ce syndicat, je me suis rendu compte que pour que la situation en fait française des accouchements à domicile et des sages-femmes qui font ces accouchements à domicile ne sont pas connues au niveau international. Les sages-femmes sont en général absentes des congrès internationaux, surtout ceux qui traitent de l'accouchement à domicile ou des droits humains. Et quand je me suis rendu compte de cette absence-là, je me suis dit que pour faire connaître le fait que les sages-femmes, l'accouchement à domicile était vraiment poursuivi et pas légalement interdit, mais fortement découragé, et en tout cas que les sages-femmes étaient persécutées, je me suis dit qu'il fallait faire remonter la situation de la naissance au niveau international. J'ai été conseillée dans ce sens-là, et c'est pour ça que j'ai fait l'Observatoire de la violence obstétricale, pour mettre en évidence que les femmes françaises étaient les moins bien loties en Europe par rapport à la naissance, parce que leur choix, pour avoir la possibilité de choisir le lieu où elles voulaient accoucher, il était limité à l'hôpital, que les hôpitaux et les cliniques se sont mis en... on appelle ça je n'ai pas le mot, mais... L'opinion publique française pense que la femme est obligée de se rendre dans une clinique et un hôpital pour accoucher.
Et il y a une méconnaissance totale des droits humains de la femme enceinte. Si bien que, comme ce que je citais au début de l'entretien, toute l'organisation des soins de maternité en France sont organisés d'après la vue du personnel hospitalier administratif et non pas centrés sur les besoins des femmes. Okay. Voilà, donc j'ai fait une enquête que je suis en train de rédiger et dont je vais présenter les résultats à Rio dans une journée de travail que nous avons le mois prochain avec d'autres personnes qui travaillent sur les violences obstétricales. Et j'espère qu'on va, voilà, on va travailler avec l'Organisation mondiale de la santé. J'espère que ça va être efficace. J'espère aussi en tout cas. Et que pouvons-nous faire, nous, en tant que sage-femme, pour vous aider? Alors, pour aider le syndicat ou l'observatoire oui. ou Bien, l'idée, je pense on doit absolument travailler dans l'intérêt des femmes. L'intérêt des femmes, c'est que la femme, elle ne soit pas stigmatisée parce qu'elle choisit d'accoucher à la maison et que si un transfert est nécessaire, ça se passe en bonne intelligence. Et au Québec, l'expérience des maisons de naissance extra-hospitalières avait mis en évidence ceci, c'est que la seule chose qui posait problème, c'était l'accueil par les services hospitaliers des sages-femmes qui arrivaient avec des mamans qui avaient besoin d'un transfert. La qualité de l'accueil, c'était ça la clé de la réussite du projet. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la distance, ce n'est pas l'éloignement d'un centre hospitalier qui fait la sécurité d'un accouchement. C'est la qualité des relations entre les professionnels de santé, entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les hôpitaux. Et j'aimerais bien que l'expérience des autres pays serve à la France pour que l'on rattrape ce retard qui est énorme. Nous avons 40 ans de retard sur les maisons de naissance extra-hospitalières allemandes. Nous avons à peu près 40 ans de retard aussi sur les mouvements activistes québécois, mais aussi américains. Et maintenant, il y a des réunions multidisciplinaires aux États-Unis, Birth Summit, qui réunit absolument tous les professionnels hospitaliers, de terrain, activistes, autour de l'accouchement à domicile, et ils ont travaillé sur des guidelines de transfert, et je pense que c'est vraiment dans cette direction qu'on doit aller. Ok, merci beaucoup Marilyn Perrano pour nous avoir accordé du temps ce matin.